Bonjour Michel, alors aujourd'hui tu vas nous parler de la Grèce, on en parle beaucoup en ce moment. Comment tu vois la situation pour les Grecs aujourd'hui? Je crois qu'on est face à une situation effectivement très intéressante et à un défi qui est posé non seulement à la Grèce, mais aussi à l'Europe entière. Parce que on a un gouvernement qui a été élu par le peuple et qui doit aller négocier avec les instances européennes. Et les négociations sur les thèmes sur lesquels il négocie, on voit bien que l'Europe elle-même, les instances européennes ne sont pas prêtes à aller dans ce sens-là. Ça a été visible dès les premiers jours, on pourrait dire, puisque la Banque Centrale Européenne a coupé un des canaux de financement pour les banques grecques, ce qui était un message très fort envoyé au gouvernement de dire vous voyez où est la limite, elle est là. Hein. Donc est-ce que l'Europe, le défi, c'est de voir si l'Europe a la possibilité d'accepter qu'un peuple montre une volonté de transformer dans une direction qui n'est pas conventionnelle, et est-ce que l'Europe peut l'accepter, ou bien est-ce qu'elle dit non, nous avons notre mode de fonctionnement, il y a des choses qui ont été décidées avant avec la Grèce, il y a des plans qui ont été décidés, donc on s'en tient à cela. Et là, ça va être intéressant du point de vue démocratique, de voir est-ce qu'on a une écoute pour ce qui vient du peuple ou pas. Alors justement, le gouvernement grec, comment peut-il faire face à cette situation qui est nouvelle et qui est très particulière? Mais il a le choix ou bien de rester dans des discussions et des pourparlers conventionnels, c'est-à-dire basés sur la même approche de l'économie, qui est une économie de l'endettement, une économie du prêt à intérêt, à taux d'intérêt, tout un mode d'approche de la finance qui, si ils arrivent à négocier, et peut-être qu'ils arriveront à obtenir un certain nombre de choses, je crains que ça, au final, ça conduise à un pourrissement de la situation. Même s'ils obtiennent des petites victoires, je crains que ce soit des victoires à la Pyrrhus. Même si on parle de la Grèce, je prends cette image-là. Je crains qu'au fond, au cours des mois et des années, le peuple grec ne puisse pas réellement s'en sortir, ou alors au prix de sacrifices inacceptables pour la situation. Donc ça peut aussi conduire à des excès dans un sens ou dans un autre après. Et en même temps, on voit bien que c'est aussi une opportunité. Oui, c'est une opportunité. Oui. C'est une opportunité parce qu'il y a un champ nouveau. Hein, et qu'on peut, à ce moment-là, le gouvernement pourrait se saisir de cette opportunité à condition qu'il saisisse bien quelle est la vraie question qui est posée par la situation. Que demande la situation? Est-ce que nous pouvons continuer à essayer de rafistoler une économie qui est basée sur la finance, mais une finance qui elle-même est basée sur une économie virtuelle? Donc la financiarisation de l'économie, si on veut. L'économie est basée essentiellement là-dessus dans le monde aujourd'hui. On sait que entre 92 et 98% des échanges quotidiens sont pour l'économie spéculative et que l'économie réelle, les échanges financiers sont réduits à la portion congrue. Donc le choix, pour moi le challenge pour la Grèce, c'est de voir est-ce que je veux prendre des mesures, est-ce que en tant que gouvernement,
le gouvernement veut prendre des mesures pour se rendre indépendant de la sphère financière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aucun gouvernement qui a eu un mandat de transformer les choses, comme ça a été le cas par exemple avec Solidarność en Pologne, ou avec le Congrès national africain en Afrique du Sud, qui avait reçu des mandats. Naomi Klein montre très bien comment en quelques jours, dans son livre La stratégie du choc, Naomi Klein montre comment ça a été balayé très rapidement, parce que sont intervenus des financiers, ceux qu'on appelait les Chicago Boys, pour dire, écoutez, si vous faites ça, les capitaux s'en vont. Et il faut voir qu'au fond, cette simple phrase, si vous faites comme ça, les capitaux s'en vont, suffit à bloquer toute évolution du système, tant qu'on est dépendant des capitaux pour pouvoir démarrer de nouvelles activités et de nouvelles choses, tant qu'on est dépendant de capitaux qui résultent d'une accumulation provenant du passé. C'est-à-dire des capitaux qui proviennent d'affaires qu'on a réalisées précédemment, des capitaux qui viennent de spéculations précédentes. Tout cet argent-là qui est prêt à s'investir ici ou là, s'il sent une menace par rapport à son existence ou par rapport à sa rentabilité, il s'en va immédiatement. Et ceci suffit à bloquer toute évolution. Donc en fait, la situation est complètement insoluble. Elle est insoluble. Tant que l'on reste dans cette logique de cette dépendance par rapport à l'argent accumulé dans le passé et qui est entre les mains des investisseurs. Il faut donc introduire de nouvelles possibilités. Alors, qu'est-ce que tu préconises, Michel ? Je crois qu'il y aurait plusieurs choses à préconiser, mais je crois qu'il faudrait d'abord agir sur 4 axes principaux. Le reste pourrait se mettre en place après. Mais ces 4 axes principaux sont essentiels. La première chose que je ferais, si j'étais la Grèce, ça paraît prétentieux bien sûr, mais la première chose, ce serait de sécuriser les dépôts des épargnants. Alors, la sécurisation des dépôts bancaires, d'abord pourquoi ? C'est une évidence, on voit bien que dès qu'il y a un risque, et c'est ce qui s'est passé avec l'élection de la victoire de Syriza, c'est que les gens ont retiré une partie de leurs économies de la banque. Ce sont des retraits très conséquents qui ont eu lieu. Si ça continuait comme ça, s'il y avait de nouvelles craintes, il pourrait y avoir une masse de retraits qui pourrait faire que le système bancaire s'effondrerait. Et bien sûr, il y aurait le risque que les épargnants, ou même les déposants tout simplement, leur salaire, qui déposent chaque mois, s'ils ont un salaire, eh bien s'ils le retirent, ou s'ils le retirent trop tard surtout, alors ils le perdent. Donc, il est essentiel de prendre des mesures qui sécurisent ces dépôts en créant un nouveau type d'établissement bancaire. Ce nouveau type d'établissement bancaire, c'est ce que je propose dans mon livre « Dépolluer l'économie », ce que j'appelle la banque de monnaie de consommation. Sans entrer dans le détail maintenant, le principe général est qu'il faut séparer totalement la comptabilité de la banque pour son propre fonctionnement et l'enregistrement comptable des dépôts des épargnants et des déposants. Les dépôts bancaires ne doivent pas être englobés dans la masse ou du bilan de la banque. Au fond,
la banque devrait rendre un service public, qui consisterait à simplement être une chambre d'enregistrement des entrées et des sorties, des dépôts, de l'argent des déposants. Si elle enregistre les entrées et les sorties, c'est uniquement un enregistrement comptable. Et l'argent devient ce qu'il devrait être, c'est-à-dire de la comptabilité. La monnaie au fond, ça c'est une chose vers laquelle on a eu beaucoup de mal à évoluer, mais il faudrait franchir ce pas maintenant, faire en sorte que la monnaie ne soit qu'une pure unité de compte, c'est-à-dire qu'elle soit finalement de la comptabilité. Ça voudrait dire que l'argent des dépôts ne servirait pas à des investissements, n'irait pas sur la place des marchés financiers et resterait donc unité de compte dans ces instituts bancaires. Oui, mais on s'imagine que l'argent existe, on dit il resterait, mais l'argent n'est pas là. L'argent, au fond, qu'est-ce que c'est que l'argent? Si on le prend réellement tel qu'il est, l'argent est un droit à consommer. C'est un droit à consommer, donc c'est pas quelque chose qui est là matériellement. Dans les coffres de la banque, dans les caisses de la banque, il n'y a pas cet argent-là. C'est uniquement des écritures de compte à compte. Et alors le gros avantage que vous avez avec ça, quand on fait de cette façon-là, c'est que supposons qu'une telle banque n'ait plus suffisamment d'activité et qu'elle s'arrête. Elles doivent s'arrêter. Dans les schémas habituels, une banque qui fait faillite, on perd tous les dépôts. Sauf s'il y a une garantie de l'État, mais sinon on perd ses dépôts. Si l'argent est purement un enregistrement comptable, eh bien vous êtes dans la même situation qu'avec par exemple, une entreprise qui a sa comptabilité chez un expert comptable. Si l'expert comptable s'arrête ou fait faillite, on met sur une clé USB, ou même aujourd'hui on transfère par ADSL, on transfère la comptabilité vers un autre cabinet comptable. Ça prend quelques minutes. La comptabilité n'est pas perdue parce que le cabinet comptable a fait faillite. Avec une banque de ce type-là, ce que j'appelle la banque de monnaie de consommation, qui ne s'occuperait que de la monnaie de consommation, eh bien, l'enregistrement comptable, si la banque s'arrête, on prend tout l'enregistrement comptable des comptes et on les transfère dans les banques qu'auront choisi les déposants en disant « moi je veux aller dans telle banque ou dans telle banque ». C'est uniquement un transfert de fichiers comptables et rien de plus. À ce moment-là, on respecte la nature de la monnaie telle qu'elle est aujourd'hui et de cette façon-là, il est simple de sécuriser les dépôts des particuliers et des entreprises. Et c'est la toute première mesure que pourrait prendre le gouvernement grec pour se prémunir contre toute fuite de capitaux, attaques spéculatives, etc. D'ailleurs, la seule annonce de cette action suffirait déjà à redonner confiance aux déposants. Bien sûr, bien sûr. Si on leur dit « vous ne pouvez pas perdre votre argent », alors on offre plus de sécurité que les banques actuelles, dont certaines pourraient être en mal en point si la Grèce ne pouvait plus faire face à sa dette, par exemple, ce qui est très probable. Donc, voilà, ce nouveau type d'établissement bancaire, il faut bien sûr, je l'ai mentionné, dire qu'il s'agit d'un service public. Mais, peut-être qu'on ne le développera pas maintenant, mais un service public qui n'est pas forcément administré par un État central, qui peut être impulsé par le gouvernement actuel, mais qui pourrait être réalisé par la société civile sous une forme que je détaille dans mon livre. Oui, tout comme un cabinet comptable peut s'établir et exercer son métier de comptable. Absolument, tout à fait. Avec bien sûr des règles très précises, comme en ont les cabinets d'expertise comptable, qui ont un code de conduite et qui doivent être aussi contrôlés. Ça, on pourrait le mettre en place. Techniquement, ce n'est pas des gros problèmes. C'est plutôt la reconnaissance de ce nouveau type
d'établissements bancaires, comprendre comment ça fonctionne, et ensuite il y a une question de volonté politique. Mais Syriza est dans une situation excellente pour ça, puisqu'il dispose d'une majorité avec l'aide d'un autre parti, mais il pourrait très bien obtenir la votation d'une telle loi, et c'est vraiment le moment de le faire. Oui, il s'agirait d'instaurer un système de prêt à taux zéro. Alors là, bien sûr, ça pose une énorme question, puisque nous sommes dans l'économie du prêt, mais si nous observons la situation et si nous apprenons des événements, nous pouvons voir que la notion de taux d'intérêt est en train de s'annuler elle-même. Et ça, c'est une des grandes leçons à tirer des événements des années depuis 2007-2008, depuis la crise des subprimes, c'est que nous constatons que nous sommes entrés dans une situation tellement complexe et tellement difficile que pratiquement, il n'est plus possible de pratiquer des taux d'intérêt tels qu'ils étaient avant. Et on en arrive même à des taux zéro. Certains pays pratiquent le taux zéro au niveau de leur banque centrale et certains pays pratiquent même des taux négatifs. Imaginez que les investisseurs doivent payer, par exemple, c'est une des formules, de payer pour pouvoir déposer leur argent. Parce que là, ils seraient en sécurité. Donc il faut voir à quel point nous sommes arrivés à une autodestruction du système de prêt à taux d'intérêt. Il faut voir aussi le prix que paye l'économie. On peut estimer à peu près à 30%, entre 30 et 35% du prix de vente de chaque prestation ou de chaque bien qui, au fond, sert à payer la chaîne des taux d'intérêt. Un tiers, chaque fois que nous payons, nous achetons quelque chose, il y a à peu près un tiers qui va pour les taux d'intérêt. C'est tout simplement énorme. Et au fond, on se demande, mais comment n'a-t-on pas encore réalisé la nature du problème et comment n'a-t-on pas pris les mesures qui permettraient de prêter à taux zéro, c'est-à-dire d'arrêter et de rendre l'intérêt illégal. Je crois que ça, c'est vraiment la conclusion à laquelle il faut arriver. Je dis arriver au niveau global maintenant, et au niveau d'un pays, par exemple, comme la Grèce, c'est indispensable de se rendre compte que le fait de faire de l'argent avec de l'argent a quelque chose d'indécent, comme le disait George Soros. Et que maintenant, il faut tourner résolument la monnaie dans une autre direction. C'est ce que j'appelle la monnaie orientée future. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait qu'un prêt peut être remboursé? On dit, mais il faut qu'il y ait un apport de capital, par exemple, etc. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'un prêt, qui fait la valeur d'un prêt. Ce qui fait la valeur d'un prêt, c'est ce qui va venir. C'est les activités qui vont être mises en route grâce à ce prêt et la fiabilité, la solidité de ces activités, du projet, qui va faire que le prêt va être remboursé. Donc l'argent qui est accumulé avant et qui vient pour un investissement, qui devient un levier pour pouvoir multiplier la possibilité d'investir, multiplié par 8 à peu près, c'est tout simplement une non-réalité. C'est parce qu'on reste prisonnier de schémas anciens et qu'on n'entre pas dans une monnaie comptabilité, on n'entre pas dans une monnaie qui est un droit à consommer, on entre simplement on reste sur une monnaie qui est une quantité, une marchandise en fait. Et l'économie est rendue malade par ça. Donc il faut, je crois, arriver à se dire, mais on peut très bien financer des activités
à partir de la solidité, la valeur d'un projet et des porteurs du projet. Les deux sont importants. Si on a une bonne équipe pour porter un projet et un projet qui tient la route, eh bien les rembourserons viendront par là. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas venir par un autre biais. Donc, enlevons cette illusion qu'on a besoin de s'adosser à un capital, qu'une banque doit avoir 8%, 9% de fonds propres pour pouvoir prêter de l'argent, etc. Tout ça est en train de voler en éclats et la crise des subprimes a contribué à faire voler en éclats ce mythe, cette illusion. Donc, orientons-nous vraiment vers le futur, vers ce qui veut se créer dans l'économie réelle, et seulement pour l'économie réelle, et créons des instituts de financement, je les appelle comme ça, pour les différencier des banques de monnaie de consommation. Créons des instituts de financement, services publics là encore, qui ont comme service à rendre à l'ensemble de la société d'étudier les projets, de voir leur validité, de les faire corriger éventuellement, améliorer, etc. Et ensuite de mettre à disposition cet argent. Il y aura une création monétaire à ce moment-là, mais ce sera une création monétaire qui ne sera pas ex nihilo, comme on le dit souvent, mais qui sera à partir de ce qui vient, à partir du futur. Et on fera cela à ce moment-là au niveau d'organismes, d'instituts de financement gérés par la société civile, avec des règles bien spécifiques et des contrôles aussi très précis. Et ce sera fait à ce niveau-là, au lieu que ce soit fait au niveau d'une banque centrale européenne, qui de toute façon crée cette monnaie en permanence. Donc autant que ce soit fait à proximité des projets, qu'on ait des instituts qui soient des instituts sur le terrain directement et qui peuvent à ce moment-là beaucoup mieux évaluer les projets plutôt qu'une banque centrale qui dit, qui rachète soit des créances, des dettes d'un gouvernement ou possédées par les banques, et donc des dettes qui éventuellement ne seront pas remboursées et qui s'avéreront être du vent, et beaucoup plus du vent que ce qui sera fait sur le terrain par ces instituts de financement. Donc je crois que la Grèce pourrait se sortir de là, parce qu'à ce moment-là, elle pourrait créer la monnaie dont elle a besoin, mais dans certaines règles, en adoptant des règles très très précises. Et là, il faudra que la Grèce ait une certaine discipline que peut-être elle n'a pas eu dans le passé. Alors comment la Grèce pourrait-elle mettre en place ce dispositif, puisque les traités européens empêchent les pays justement d'émettre leur propre monnaie? Oui, bien sûr, ça pose un problème, mais c'est là qu'il y a de la vraie négociation à faire. Est-ce qu'il vaut mieux une négociation conventionnelle, comme je disais tout à l'heure, qui conduira à un pourrissement de la situation, ou est-ce qu'il vaut mieux négocier en disant « laissez-nous faire cette expérience-là. Nous avons quelque chose de nouveau à faire, laissez-nous le tenter. Laissez-nous le faire, de toute façon, vous avez beaucoup moins de risques qu'avec la situation telle qu'elle est maintenant. » Et ce troisième axe, il fera grincer beaucoup des dents. Je dis qu'il s'agit de maintenant faire en sorte que les profits aillent vers l'économie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, ça pose la question à qui appartiennent les profits. Et cette question n'a pas été résolue ni par le capitalisme, bien sûr, ni par le marxisme. Puisque le marxisme disait les profits appartiennent à l'État, c'est l'État qui devient propriétaire du capital des entreprises. Et on n'a pas résolu la vraie question. La vraie question est la suivante. Le capital peut-il avoir une durée indéterminée? Au fond,
lorsque nous empruntons pour acheter une voiture, le banquier ne nous dit pas « Ok, je suis propriétaire de la voiture toute la vie ». Nous remboursons, mais nous sommes propriétaires de la voiture. Et même dans un leasing, au bout de 4 ans, nous sommes propriétaires de la voiture. Donc, pourquoi est-ce qu'un détenteur du capital serait propriétaire de l'entreprise et des bénéfices de l'entreprise? À vie. Oui. C'est une incongruité de la pensée économique qui n'a pas été résolue par le marxisme. Il faut la résoudre autrement. Et se rendre compte qu'au fond, de quelle nature est le capital? Il n'est pas un acte d'achat de titres. Le capital est au fond de l'argent de prêt. C'est du prêt qui est consenti et que l'on va rembourser, et à un moment donné, ce prêt sera éteint, comme on dit, et il n'apparaîtra plus au bilan de l'entreprise. Et à ce moment-là, on ouvre un champ complètement nouveau, une question, mais les bénéfices à qui appartiennent-ils? Pour répondre à cette question, il faut regarder, mais qui permet ces bénéfices? Et les capitalistes disaient, j'aime pas le mot capitaliste parce qu'il a une connotation péjorative et je ne veux absolument pas porter de jugement sur les personnes, mais les détenteurs du capital disent « sans nous, vous ne pouvez pas démarrer l'entreprise ». Donc, ça nous revient. Les travailleurs disent « sans nous, il n'y a pas de produit ». Donc, c'est à nous que reviennent les bénéfices. Et on connaît ce discours, cette guéguerre en fait entre les deux, mais en réalité, il faut élargir la chose considérablement. Parce que si vous n'avez pas un bon réseau de routes, si vous n'avez pas un bon réseau ferré, un bon réseau d'électricité, etc., vous n'aurez pas de bénéfices, les entreprises ne feront pas du bénéfice. Si vous n'avez pas un bon système d'éducation, vous n'aurez pas les personnes, les collaborateurs qu'il vous faut dans l'entreprise, et les bénéfices n'apparaîtront pas comme ils devraient apparaître. Si les gens ne sont pas en bonne santé, s'ils sont malades les 3/4 du temps, si vous n'avez pas un bon système médical, etc., vous n'aurez pas les bénéfices dans les entreprises. En réalité, on s'aperçoit que c'est l'ensemble de la vie sociale qui fait que les bénéfices sont là, y compris les clients d'ailleurs. Il faut comme peut-être un petit peu penser que sans les clients, l'entreprise n'aurait pas, tout simplement pas de vente. Hein. Donc il faut élargir énormément, et c'est là que je trouve que la pensée économique est insuffisante. On est resté sur des schémas, sur des rails. Et il nous faut regarder maintenant l'ensemble de l'économie, développer une vision globale. Et si l'on fait ça, à ce moment-là, on se rend compte que les bénéfices appartiennent à tout le monde, donc ils doivent aller vers l'ensemble de la société. Comme les bénéfices n'appartiennent plus aux détenteurs du capital, il n'y a plus de détenteurs du capital selon ma proposition, bien sûr, elle n'est pas réalisée, mais selon ma proposition, eh bien, à ce moment-là, le prêt qui est fait, qui peut venir d'un institut de financement, le prêt qui est fait pour le démarrage d'une entreprise viendrait d'un institut de financement, serait remboursé au fur et à mesure. Donc, avoir du capital, si on a un bon projet, ne deviendrait plus à ce moment-là un parcours du combattant qui se solde souvent par un échec. Beaucoup de gens qui avaient des projets valables se sont confrontés au fait qu'ils n'avaient pas l'argent parce que les banques ne prêtent pas. Et qu'il faut trouver un rendement. Si vous n'avez pas un rendement de 8-10%, votre projet n'intéressera pas un investisseur, etc. Donc, une mesure comme celle-là permettrait au gouvernement grec, s'il l'introduisait, de créer une dynamique de création d'entreprises et de relance de l'économie, ce dont la Grèce a le plus besoin. C'est de ça qu'elle a besoin. Ce n'est pas d'un accord avec Bruxelles pour etc. L'important, c'est que l'économie grecque puisse redémarrer.
Alors ça suppose, bien sûr, ça ouvre la voie vers une modification du statut du capital action. Je ne vais pas détailler comment il pourrait le faire. On pourrait prendre des mesures très simples au niveau législatif pour ça. Ça poserait d'énormes problèmes chez ceux qui détiennent les actions actuellement. Mais il y a des solutions à trouver qui ne feraient pas que les gens ne perdraient rien du tout, mais qui feraient que c'est viable. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faudrait créer un troisième type d'institution financière. J'ai parlé des banques de monnaie de consommation, des instituts de financement. Et le troisième type que je détaille dans mon livre Dépolluer l'économie, c'est ce que j'appelle les fonds de monnaie de contribution. C'est-à-dire qu'il y ait des fonds qui puissent qui soient gérés par la société civile, hein, et qui puissent collecter l'argent qui vient ainsi des entreprises pour le diriger vers ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire en grande partie ce qui est financé aujourd'hui par l'État et toute l'économie non marchande. C'est-à-dire l'économie qui serait en réalité la plus créatrice d'emplois si elle avait les moyens d'exister. Oui, car dans cette branche-là, il y a énormément de besoins en fait qui ne sont pas couverts. Ah oui, énormément, énormément. Et vous avez un taux de chômage de 27% à peu près en Grèce actuellement. Si on veut relancer l'économie grecque, il faut que les gens aient un travail, qu'ils aient une rémunération, et qu'à partir de là, ils deviennent des consommateurs, ce qui fait que les entreprises grecques pourront développer leur activité et l'économie grecque se mettra à tourner. Donc je crois que c'est une des mesures les plus urgentes que de faire que l'ensemble des surplus de l'économie aille financer le secteur non marchand, l'éducation, la santé, la culture, etc., pour que des emplois soient créés et que ça permette que l'économie s'équilibre peu à peu. Ça, c'est une mesure qui ne sera pas populaire chez un certain nombre de personnes, mais d'autres la trouveront très populaire, hein. Mais elle est indispensable, parce que si vous relancez l'économie, les loyers vont augmenter. Et vous perdrez le bénéfice de la relance de l'économie, parce que les gens vont se retrouver dans des situations rendues difficiles par l'augmentation des loyers. Alors, les raisons pour lesquelles des loyers devraient être bloqués et devraient éventuellement baisser tiennent aussi au fait que nous ne sommes pas dans une économie qui travaille dans le présent et le futur. Notre économie est toujours tournée vers le passé. Prenez un exemple, un appartement a été financé par quelqu'un qui le loue. Au bout de quelques années, 15 ans, 20 ans, l'appartement est payé. Mais le loyer continue à être perçu pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Ça veut dire que l'économie continue à payer l'appartement, c'est-à-dire un acte du passé, un acte économique du passé, continue à être repayé. Et ça, c'est complètement déstabilisateur pour l'économie. C'est encore une fois une aberration économique. Quand les corps de métier sont intervenus, là était l'acte économique. Et le faire repayer encore une fois, comme s'il y avait des artisans qui travaillaient, non, ça empêche en fait que les artisans puissent travailler sur une autre maison, parce qu'il n'y a plus l'argent nécessaire. Donc, vous voyez, là, on a quelque chose qui a un impact direct sur l'économie réelle. Alors, bien sûr, ça suppose de changer un petit peu les mentalités. Mais peut-on faire l'économie de changer notre vision de l'économie? C'est peut-être ce que devrait se poser comme question le gouvernement grec, qui pourrait se poser cette question et oser aller
dans des directions entièrement nouvelles. Je crois que c'est indispensable aujourd'hui si on veut sortir de la crise. Et je dis ça pour la Grèce, mais comme je disais tout à l'heure, c'est valable pour tous les pays, et notamment les pays du sud de l'Europe. Mais après, ça gagnera les autres pays aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions. On voit bien comment la marée du chaos avance, hein, le tsunami du chaos avance. Et il nous faut réagir face à ça en ne faisant pas du neuf avec du vieux. Ça, c'est vraiment un des principes, je crois, sur lequel il faut se mettre d'accord d'entrée. Il faut faire du neuf avec du neuf. C'est indispensable. Et faisons confiance que la créativité est là potentiellement dans la société civile. Et que si on lui donne les moyens de s'exprimer à cette créativité, elle trouvera des solutions face aux problèmes. Laissons ceux qui ont peur, qui vont dire « Oh, mais il va se passer ceci, oh, il va se passer cela ». Mais oui, on peut continuer, et de cette façon-là, on maintient l'ancien. Donc il faut maintenant oser aller vers un fonctionnement entièrement nouveau de la société, à la fois dans le domaine de l'économie, mais aussi bien sûr dans celui de la démocratie.